Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai posé des questions il y a quelques mois sur ce que vous vouliez savoir sur le fait de vivre à l'étranger, sur le fait d'être assistante de français, etc. Et j'ai eu quelques questions assez intéressantes. On est au mois de septembre, je vous ai posé ces questions genre en avril. Je suis désolée. Bon, de toute façon, si un jour vous voulez postuler, c'est le moment, en septembre, voilà, c'est le moment de commencer à y penser. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. On va commencer par résumer mon expérience avec l'assistanat et voilà, qui est un peu le sujet quand même de cette vidéo, hein, l'assistanat, vivre à l'étranger, tout ça. Donc j'ai fait 2 années d'assistante. La première année c'était l'année 2019-2020 aux États-Unis. J'étais au College of Wooster dans l'Ohio et j'y étais grâce à une bourse de la Fulbright qui est une association, non n'exagérons pas, une organisation. Voilà, il y a une commission franco-américaine qui va se charger de sélectionner des Français et des Françaises, des francophones, pour aller enseigner le français dans des universités aux États-Unis. Pas des universités hyper connues et hyper prestigieuses genre Harvard, parce que eux ils ont déjà les moyens, on va dire, d'appâter des gens pour venir les aider, mais des universités, j'allais dire plus défavorisées, non n'exagérons pas, mais un peu plus perdues, beaucoup plus dans le Midwest, majoritairement dans le Midwest. C'était du mois d'août 2019 au mois de mars 2020, puisque évidemment l'expérience a été raccourcie de 2 mois à cause de la pandémie, toi-même tu sais. Et la deuxième expérience que j'ai eue en tant qu'assistante de français, c'est mon année à Oxford 2020-2021, d'octobre 2020 à mai 2021, désolée mais c'était horrible, hein, j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire entre deux, et où j'étais partie, je suis partie avec le programme CIEP, je suis partie 1 an, 8 mois à Oxford, dans un lycée privé de jeunes filles où j'ai enseigné à des étudiantes de 15 à 18 ans. Voilà, donc c'était plus au niveau collège-lycée pour le CIEP, même si il demandait si ça nous dérangeait d'être affecté en primaire ou c'est très rare, très rare, mais en université au Royaume-Uni. Moi j'étais au niveau lycée et la première année j'étais avec les personnes de niveau intermédiaire à l'université aux États-Unis. C'était une introduction très longue à mon expérience, mais c'est pour ça que voilà, j'ai eu 2 expériences différentes et je peux vous parler à la fois des États-Unis et du Royaume-Uni. Donc, quelle démarche pour devenir assistante? Eh bien il faut postuler. C'est horrible, désolée. Jusque là vous allez me dire c'est assez correct. Alors il y a 2 démarches différentes pour les 2 programmes, et même il y a beaucoup plus de programmes que ça, donc voilà, il y aura des démarches très différentes. La Fulbright est une démarche assez voilà, sportive, puisque tu vas d'abord devoir faire un dossier, donc il faut s'y prendre plutôt en septembre-octobre, hein. Il faut faire un dossier qui est à rendre pour fin novembre si je me souviens bien. Mi-décembre on vous dit si vous êtes présélectionné ou pas pour passer des entretiens, parce que vous êtes même pas sûr d'avoir le droit à un entretien. Ensuite mi-janvier, fin janvier, c'était les entretiens à Paris, au siège de la Fulbright, et on passait aussi le TOEFL pour avoir nos niveaux d'anglais, parce que certaines universités demandaient un niveau d'anglais plus élevé, etc. Et donc pour savoir où nous placer dans l'éventualité qu'on ait un placement, une offre de placement, c'était voilà, c'était obligatoire. À l'issue de cet entretien, on va nous dire si on a été présélectionné ou pas, mais ça veut pas dire qu'on aura une offre de placement. Techniquement oui, à 90%, mais il peut y avoir une université partenaire qui cette année décide de ne pas prendre d'assistant ou d'assistante, et dans ce cas là il y aura des gens qui devront entre guillemets jarter de cette présélection qui est selon les années entre 25 et 30 candidats pour la France entière. Voilà. Donc une fois qu'on est présélectionné, on est à peu près à mi-février, on doit rendre tout un tas de dossiers, on doit faire traduire tous nos relevés de notes, on doit, bref, tout un énorme truc. Ensuite on va avoir 5 universités qui vont nous être proposées selon nos critères, selon les critères des universités, etc. Les universités avec qui ça matcherait le mieux, normalement il n'y en a que 5, 3, je crois que c'est arrivé aussi 3 ou 4, et nous on va les mettre dans un ordre bien précis, 1, 2, 3, 4, 5, et les universités de l'autre côté vont mettre les personnes aussi qu'elles ont reçues qui matchaient avec leurs critères, 1, 2, 3, 4, 5. Jusque mars ou avril,
où là on va avoir l'offre de placement en disant félicitations, vous avez été accepté. Vous allez avoir une orientation sur Paris en juin, enfin c'était comme ça que ça s'est passé, où on va avoir des conférences, on va nous présenter, on va bref voilà tout ce genre de choses, se rencontrer etc, très sympa. Et ensuite on va avoir l'orientation aux États-Unis 2-3 jours avant d'aller dans l'endroit dans lequel on sera définitivement. C'était très long pour cette description de comment faire un dossier pour la Fulbright, je m'en excuse. Comment faire un dossier pour le CIEP? Donc le CIEP vous pouvez choisir pour quel pays vous postulez. Vous pouvez, moi j'ai postulé pour le Royaume-Uni donc je sais comment ça fonctionne. Vous pouvez postuler pour l'Irlande, l'Allemagne, la Chine, bref. C'est vraiment des, comment dire, à chaque fois des choses différentes je pense qu'ils demandent. Donc pour le Royaume-Uni, pour postuler pour le Royaume-Uni, pareil il faut s'y prendre quand même un minimum à l'avance, mais pas autant que la Fulbright puisque vous pouvez commencer les démarches en janvier entre guillemets sans souci. La campagne de candidature s'ouvre. Normalement vous devez avoir un professeur référent dans votre université qui va vous faire passer un entretien, qui va évaluer vos motivations et ensuite faire une recommandation pour le programme en gros. Qui va aussi, ça peut être demandé qu'on évalue votre niveau d'anglais. Moi étant en licence d'anglais et master d'anglais, ça n'avait pas été demandé, enfin le professeur référent savait que j'étais en licence d'anglais, mais on peut vous demander de justifier votre niveau d'anglais. Et puis il n'y a pas d'entretien, ça va être une fois que votre candidature est faite, votre candidature vole de ses propres ailes et les partenaires du CIEP vont regarder toutes les candidatures et vont potentiellement vous sélectionner. Vous avez quand même 3 choix à faire selon les régions. Vous recevez un mail, j'avais reçu un mail en juin dernier, oui juin, donc c'est quand même beaucoup plus tard que la Fulbright où on sait si on est pris ou pas en mars à peu près. Donc en juin vous recevez un super mail pour vous dire que voilà vous avez été accepté sur liste principale ou sur liste complémentaire ou etc. Et si vous êtes sur liste principale, ensuite vous allez recevoir un appel ou enfin quelqu'un va prendre contact avec vous, souvent c'est par téléphone mais ça pourrait être aussi par mail j'imagine, pour vous dire où est-ce que vous allez. C'est un peu comme ça que ça se présente. Je vous ai fait les démarches plus voilà, mais en tout cas pour les démarches bien sûr il faut avoir quand même un dossier en béton, il faut avoir la motivation. Il faut écrire pour Fulbright, il y avait vraiment 3 pages de lettres de motivation. Pour le CIEP aussi quand même il fallait bien mettre ses billes. Comment se déroule une de tes journées type à Oxford? C'était que j'avais souvent cours quand même le matin. Mais les lycées peuvent commencer un peu plus tard qu'en France. En France, typiquement, on peut commencer à 8 h. Au Royaume-Uni, moi je commençais, enfin tous les cours pour tout le monde commençaient à 9 h. Donc souvent je faisais pas mal de cours dans la matinée. J'avais quand même quelques après-midi où j'avais cours, mais ça s'arrêtait là parce que pour le CIEP, pour Oxford, j'avais 12 heures de cours à donner. Donc 12 heures de cours face aux élèves, on compte pas le temps de trajet, on compte pas sur place quand il y a des creux etc. Bref, voilà, mon organisation, ma journée type c'était que souvent le matin je faisais classe. Pendant mes creux je préparais les cours que j'allais avoir plus tard dans la semaine. Et puis ensuite entre guillemets une fois que j'étais rentrée chez moi j'avais plus grand chose à faire parce que je restais sur place de peut-être 9 h à 14 h 15 h, donc je finissais quand même assez tôt hein, ça c'est super. Et ensuite je rentrais chez moi et j'avais un petit peu fini ma journée parce que j'étais sur place, assistante, pour aider à la préparation orale des examens, pour aider, pour faire des cours de grammaire. Et pour ce qui est des États-Unis, une journée type c'était encore différent parce qu'avec la Fulbright on est aussi obligé de prendre des cours dans l'université, donc moi ça m'arrangeait puisque je passais mon M2 de recherche en anglais en même temps que je faisais la Fulbright, donc ça m'arrangeait d'avoir des cours pour avoir ensuite des équivalences. Les cours dans lesquels j'assistais étaient le lundi, mercredi et vendredi matin de 10 h à midi. Donc j'assistais seulement 6 heures au premier semestre en tout cas que je me souviens, ce qui est pas énorme, mais j'avais 20 heures à donner à l'université et ça se traduisait plus par organisation d'événements culturels, animation d'événements francophones etc. Donc le matin souvent j'avais mes cours où j'assistais en classe la professeure. En niveau intermédiaire, pareil à nouveau, focus sur les compétences orales puisque évidemment c'est là où les assistantes
et assistants de français sont les plus intéressants, c'est parce que ils savent parler parfaitement leur langue maternelle et que ça va être hyper utile au niveau de l'accent, etc. Ensuite j'avais eu ma pause déjeuner et l'après-midi j'avais mes cours perso qui n'étaient pas non plus une trop grosse charge, puisqu'il y a pas mal aux États-Unis il y a pas mal de recherches et de petits trucs à faire en dehors des cours. Si vous voulez savoir un petit peu plus comment ma journée, ma semaine se déroulait en tant qu'assistante de français en Ohio, j'avais fait une vidéo une semaine dans ma vie d'assistante à l'époque, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos, ou si j'arrive à comprendre comment on met le truc dans le petit i, je le mettrai maintenant. Mais j'avais fait tout un vlog sur une semaine dans ma vie aux États-Unis, donc je vous invite à regarder ça. J'ai fait pas mal de vlogs, enfin pas mal, 2-3 vlogs, 4 vlogs peut-être sur ma vie aux États-Unis, donc si vous avez envie d'avoir une idée de comment ça se passait, voilà, c'est peut-être plus facile de faire ça. À Oxford j'ai pas fait une semaine dans ma vie d'assistante, de toute façon j'ai jamais filmé pendant mon temps de travail même aux États-Unis, mais je me sentais vraiment pas de faire ça, d'arriver au lycée avec mon appareil photo, etc. C'était pas possible pour moi. Il y avait des questions, est-ce que je te manque? Ça c'était ma copine Elise qui me posait cette question. Oui bien sûr Elise, bien sûr. Et je sais pas si ça vous intéresserait de parler un petit peu de comment vivre à l'étranger sans ses proches, etc. Parce que potentiellement ça peut être le sujet d'une vidéo. Je peux demander à d'autres personnes qui ont vécu à l'étranger aussi. Je sais que souvent quand même, quand on est occupé, quand on découvre des nouvelles choses, quand on apprécie aussi ce qu'on fait sur place, c'est plus facile de vivre mieux le manque de ses proches, je pense. Mais c'est pas toujours évident, donc c'est potentiellement quelque chose qu'il faut aussi prendre en compte quand on décide de faire une mobilité, parce que par exemple pour les États-Unis il y a du décalage horaire, donc je me réveillais, la moitié de la journée était passée en France, il était midi pour eux, 6h pour moi à la limite, et puis ensuite à 15h, 16h il n'y avait plus personne qui était réveillée en fait, et donc toute la partie de la soirée se passait sans nouvelles de mes proches puisqu'ils dormaient tous, donc c'est quelque chose à prendre en compte pour sûr. Quel aliment me manque le plus quand je suis à l'étranger? La raclette, ça me manque partout, tout le temps, partout où je suis. Mais en général, les États-Unis, effectivement, j'avais un peu de mal à trouver tout ce qui était de la bonne crème, de ce genre de choses en fait. Les aliments étaient vraiment très différents, étaient faits de manière différente, n'avaient pas le même goût, c'était très bizarre, sauf quand on allait, voilà, donc je recommande aux États-Unis si vous pouvez, mais c'est pas toujours le cas, d'aller au marché et vraiment d'acheter des, entre guillemets, des vrais aliments, d'acheter de la vraie crème, d'acheter ce genre de choses, parce que dans les grandes surfaces le goût est vraiment assez bizarre pour moi, enfin bref. Et pour l'Angleterre, franchement c'était plus ou moins similaire à ce qu'on avait en France quand même au niveau des aliments, donc il n'y avait pas eu de gros chocs culturels avec l'Angleterre. Ça se passe quand même beaucoup mieux pour ce qui est Royaume-Uni, Irlande, etc. Même Europe en général. Europe de l'Ouest, il faut préciser, il y a quand même un moins gros choc culturel que quand on va aux États-Unis, quand on va dans d'autres pays qui sont beaucoup moins similaires aux nôtres. Endroit préféré à Oxford, je compte vous faire une vidéo assez courte, j'espère, sur mes endroits préférés à Oxford, parce que je l'ai exploré en long, en large et en travers Oxford, et du coup j'ai pas mal de choses à en dire, mais je me suis rendu compte que je faisais souvent les mêmes promenades et que j'aimais beaucoup me balader au bord du canal à Oxford. Je vous insérerai voilà, des photos, etc. Mais j'aimais énormément le fait que Oxford c'est une ville historique, il y a énormément de choses à faire, c'est super culturel, etc. Mais en même temps il y a cette proximité avec la nature. Moi je sortais 10 minutes en dehors de chez moi et j'étais dans un parc, j'étais dans la nature pure où il n'y avait pas de barrière, où c'était des grands champs, etc. où on pouvait se balader, et c'est un aspect de la vie anglaise que j'aime énormément, cette proximité avec les balades, la nature, tout ça. Donc je dirais qu'il y avait Port Meadows et la promenade du canal en fait, qui étaient mes deux promenades chouchou, qui prenaient quand même 1 ou 2 heures, hein, mais qui étaient très chouettes et qui permettaient de marcher, de se déconnecter, de prendre l'air aussi. Est-ce que tes élèves avaient des clichés sur la France? Aux États-Unis, oui.
Mes élèves, il y en avait certains non évidemment qui savaient plein de choses hein, mais il y avait certains élèves et certaines élèves, en particulier voilà, je pense à une. Elle se demandait si on connaissait certaines marques de chaussures et j'étais là bah oui, genre c'est international. Beaucoup de personnes aussi qui se demandaient si en France on avait des lave-vaisselle, qui limite étaient à m'expliquer comment on utilisait le lave-vaisselle et j'étais là genre je sais comment on utilise un lave-vaisselle. Donc bon, des questions un petit peu comme ça, genre est-ce que vous connaissez cette nourriture, est-ce que vous avez entendu parler de ce groupe, vraiment comme si l'Europe était un pays un peu magique, un peu fantasy, etc. Où là tu dis oula. Je sais que quand j'étais en Irlande, il y avait une copine, une connaissance américaine qui m'avait dit que quand elle était enfant, elle pensait que l'Europe c'était un peu comme Narnia. C'est un pays imaginaire. J'ai fait ah oui. Donc voilà, ne sous-estimez pas l'éducation géographique assez désastreuse des Américains. Hein. En même temps, on est avec des étudiants d'université qui avaient le bon sens, un minimum de savoir qu'il y avait des clichés aussi sur les Américains et que donc si tous les clichés sur les Américains n'étaient pas vrais, tous les clichés sur les Français n'étaient pas vrais non plus. Et pour ce qui est de mes élèves au Royaume-Uni, non, elles n'avaient pas de clichés sur la France, notamment parce que les 3/4 d'entre elles passaient leurs étés en France, etc. J'étais dans un lycée privé de jeunes filles, les gars, donc autant dire qu'elles avaient voyagé, autant dire qu'elles étaient là. Oui, quand je vivais dans le New Jersey, quand je vivais à Hong Kong, et là tu fais ah oui d'accord ok, donc tu es well traveled, voilà, tu as bien voyagé, tu connais ta géographie, etc. Donc pour mes étudiantes d'Oxford, non, elles avaient pas trop de clichés sur la France, d'une manière un peu snob, hein, voilà, elles étaient là genre bien sûr qu'on sait que les Français ne sont pas comme ça. Et aux États-Unis, oui, un peu plus. Quel genre d'activité proposais-tu? Ça c'est plus pour les États-Unis du coup. Je proposais des soirées cinéma, je proposais des soirées jeux, on a fait aussi Mardi Gras, Carnaval, ce genre de choses. On avait aussi les repas français, on avait la table française où on pouvait parler de sujets de société, on pouvait parler de la journée, donc pour utiliser du vocabulaire différent. Et donc on se retrouvait tous sur une table précise à la cafétéria et les gens venaient et étaient obligés de parler français à la table française. Je proposais quand même pas mal de cuisine parce que bah, c'est une grande partie des cultures francophones quand même. Donc on a fait un repas kényan, un repas marocain, pas préparé par moi, hein, préparé par des étudiants et des étudiantes que j'avais qui étaient kenyanes, marocaines, etc. On avait aussi, du coup moi j'ai organisé soirée crêpes, soirée raclette, on a fait une soirée macaron, bref, on a quand même passé pas mal de temps à bouffer et à regarder des films, hein. Moi ma culture française, la bouffe, le cinéma, voilà. On a écouté de la musique bien sûr, on a essayé de découvrir de la musique francophone, tout ça. Donc voilà, c'était assez chouette, c'était les activités qui étaient proposées, à savoir que les Américains et les Américaines, les étudiants en général, ont un emploi du temps très très chargé, ils ont quasiment pas le temps de dormir parce qu'ils se surchargent d'activités. Donc si votre activité déjà a 6-7 personnes, c'est un miracle, c'est qu'elle a incroyablement fonctionné. Voilà, en tout cas à Worcester, parce que pour le nombre d'étudiants de français qu'il y avait, si on arrivait à en dégoter une dizaine, mais franchement c'était le paradis quoi. Je me demandais si tu étudiais encore ou si tu prépares un diplôme français, américain, etc. Donc quand j'étais aux États-Unis, je préparais mon master langue et société, parcours études anglophones, recherche, et j'avais des cours aux États-Unis, donc j'ai eu des cours comme la Bible et la pop culture, j'ai eu des cours sur la littérature jeunesse, etc. L'histoire du mouvement de la communauté LGBTQ+. Par contre, quand j'étais à Oxford, j'avais arrêté mes études pour 1 an, donc je n'avais pas de cours en même temps. Le petit aparté que je voulais faire, c'est que cette année, enfin les 2 prochaines années, je vais faire un master FLE, un master sciences du langage, parcours français au Royaume-Uni à l'université de Lille pour devenir prof de français au Royaume-Uni. Donc voilà, c'est trop cool, j'ai été acceptée, je suis trop contente. Et la première année va se passer à Lille en France et la seconde année sera j'ai dit aux États-Unis, non, au Royaume-Uni. J'ai reçu la question de le Jabberwocky, comptes-tu repartir au UK pour y vivre? Oui. J'ai tellement aimé mon expérience à Oxford, mon expérience au Royaume-Uni, que oui, je veux absolument retourner y vivre. J'ai eu entre guillemets l'illumination.
Et donc très vite, j'ai commencé à m'y intéresser au master de FLE en janvier, après avoir fait 3 mois à temps complet, voilà, en tant qu'assistante de français à Oxford, en me disant ouais, franchement c'est le bon plan de vivre au Royaume-Uni ou dans un autre pays qui est anglophone, et d'enseigner le français. Ça permet de garder les deux langues. Et notamment de pas oublier le français, de continuer à travailler avec le français, qui est quand même ma passion première. Ouais, en fait, je reviens vraiment à mes anciens amours, puisque avant de découvrir l'anglais au lycée, la littérature française, les cours de français, etc. C'était ma matière préférée. On fait la deuxième partie de cette vidéo avec les questions que j'ai reçues hier sur Instagram. C'était plutôt pas mal parce que comme ça j'ai eu des questions un peu différentes de celles que j'avais eues la première fois. Alors Adrien m'a demandé si le coût de la vie à Oxford n'était pas trop cher, et la réponse est si la vie est très chère à Oxford, c'est aussi cher qu'à Londres probablement. On n'est pas très loin de Londres, donc les logements sont aussi vraiment assez chers. C'est quasiment dans les prix de Londres, Paris, etc. Donc malheureusement c'est assez cher. Le coût des transports est super cher. Voilà, donc majoritairement les logements et le transport qui sont assez chers. Le reste c'était plutôt normal, on va dire. Et puis par contre quand j'étais à Worcester dans l'Ohio, la vie était très peu chère. Évidemment c'était un tout petit village du fin fond de l'Ohio. C'est une des raisons pour lesquelles les gens déménagent aussi, c'est parce que le pouvoir d'achat que tu as quand tu vivais à Chicago et que tu reviens par exemple à Worcester dans l'Ohio, dans une petite ville, évidemment ton pouvoir d'achat décuple. Et voilà, quand je suis allée à Chicago par contre je l'ai senti passer, j'ai trouvé que c'était extrêmement cher, mais en fait c'était peut-être juste que Worcester était très peu cher parce que c'est une toute petite ville qui entre guillemets n'a aucun intérêt. On m'a demandé aussi si le système de santé était bon, et j'imagine que que vous parlez de l'Angleterre. Écoutez, je pense qu'il est meilleur peut-être qu'aux États-Unis, je sais même quasiment sûr. Au niveau de la couverture santé, on peut avoir la NHS, du coup qui est l'équivalent de ce qu'on a en France. Je l'ai jamais utilisé parce que je suis jamais malade et il m'arrive jamais rien, donc je peux pas vous dire parce que j'y suis littéralement jamais allée. J'ai pas mis les pieds dans un hôpital, dans un truc, dans un truc comme ça. J'avais pas de médecin attitré ni rien, donc je peux pas savoir. Il y a eu la question, est-ce que c'est dur de s'acclimater à une nouvelle ville à l'étranger, et j'ai répondu ça dépend, et c'est vrai, ça dépend de votre personnalité, ça dépend du nombre de fois où vous êtes parti avant, ça dépend de la ville. C'était assez compliqué, relativement plus compliqué de s'intégrer en Irlande quand c'était la première fois que j'étais partie. Là pour Oxford c'était un petit peu roule ma poule, c'était assez facile. Fondamentalement c'était la 3e fois que je partais en 4 ans, que j'allais vivre ailleurs, donc je savais déjà comment les choses allaient se passer, donc déjà c'est plutôt pas mal. Personnalité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui fait face au changement de manière assez je sais pas, optimiste? Est-ce que vous avez peur du changement? Est-ce que vous savez que vous avez du mal à vous intégrer, à vous acclimater? Il faut aussi comprendre que oui, il y a l'idée de la personnalité, mais que ça peut aussi entre guillemets vous transformer, parce que vous pouvez aussi découvrir que voilà, vous pouvez vous dépasser, vous pouvez vous impressionner, vous pouvez découvrir que vous pouvez vous acclimater justement dans une autre ville, et ça peut être super cool. J'ai aussi mis que les États-Unis par exemple peut y avoir du choc culturel. La première fois que tu pars c'est plus dur de mon point de vue. Si tu aimes la ville et ce que tu y fais, c'est plus facile de s'y acclimater. Évidemment si vous vous retrouvez dans un endroit à l'étranger en particulier, vous détestez l'endroit où vous vivez, vous détestez la ville, vous n'arrivez pas à trouver des choses sympas à faire dedans, vous n'arrivez pas à créer des amitiés, vous n'arrivez pas...
Et effectivement ça va être plus difficile de s'y acclimater. Voilà, je peux pas répondre plus clairement que ça. Et j'ai dit aussi, mais oui bien sûr de toute façon, même si on est très content d'arriver dans l'endroit où on arrive, quand on fait un Erasmus, souvent il peut y avoir de l'appréhension, mais on est quand même assez content de venir. En général quand on décide de faire une mobilité à l'étranger, c'est quelque chose qu'on a décidé et donc on est assez content de le faire. Mais il faut compter une période d'acclimatation, bien sûr, qui va être plus ou moins longue selon les personnes, selon leur vécu, selon leur personnalité, à nouveau. Et j'ai dit, dans une certaine mesure, il faut aussi se détacher de l'image qu'on a fantasmée pendant des mois, des années, et ça peut être dur. On peut, moi je sais que Erasmus c'était mon rêve depuis des années, les États-Unis ça faisait des années que je voulais y aller, et donc des fois il y a un petit peu ce côté où on a fantasmé la chose, on l'a imaginé, on l'a idéalisé, et la réalité n'est pas une comédie romantique, la réalité n'est pas un photomontage parfait, etc. Toutes les images qu'on a pu en voir, c'est différent de vivre évidemment dans l'endroit. Les points forts de cette expérience, les bémols et quelles sont les conclusions de ton année ou de tes années d'assistante. Donc déjà pour moi l'assistanat française, comme vous avez pu le comprendre, ça a été une révélation. Je me suis dit que j'avais envie d'en faire ma carrière. Donc je suis pas sûre que ça arrive à tout le monde on va dire, mais je pense que c'est une super expérience. Ça permet aussi de voyager, d'être payé, d'aller travailler vraiment dans un endroit où du coup la seule chose qu'on te demande c'est d'être français, d'être francophone aussi, de la diaspora voilà, francophone. Et donc c'est plutôt cool pour une expérience autre voilà, qu'Erasmus, puisque Erasmus c'est une ambiance très étudiante, alors que l'assistanat français, vous allez potentiellement être tout seul, être là ou le seul jeune de l'équipe, d'enseignants etc. dans l'endroit où vous êtes, donc c'est plus professionnalisant, c'est plus voilà ouais monde du travail, comment on vit à l'étranger quand on n'est pas sur un campus. Parce que Erasmus c'est super, à nouveau j'ai fait plein de vidéos sur Erasmus et pendant mon Erasmus en Irlande en 2018, donc j'ai énormément apprécié mon Erasmus. Mais c'est une ambiance particulière, c'est un peu une petite bulle aussi pour moi de bonheur. Voilà, j'ai adoré mon Erasmus donc c'était trop chouette, mais c'est vraiment une bulle où toutes les personnes qui sont dedans, tous tes camarades, tous les autres étrangers qui sont avec toi sont dans cette même bulle, et donc c'est plus facile de créer des amitiés, plus facile de créer des liens peut-être, d'avoir des super expériences parce que t'es là que pour 4 mois, que pour 1 an etc. Alors que quand t'es assistante, à ce côté, souvent t'es un petit peu plus âgée, que tu vas... que tu te professionnalises et puis que tu vas pas être dans cette même bulle avec d'autres personnes. Alors, je recommanderais l'assistanat si vous êtes curieux, si vous avez envie d'avoir une expérience en collège, lycée, université, une expérience dans l'enseignement, si vous aimez un minimum la langue française quand même. Voilà, si vous avez envie de partager des moments, partager des expériences culturelles, si vous avez envie de voyager bien évidemment, donc voilà, si vous êtes ce genre de personne, si vous êtes un peu comme moi, je vous le recommande à 100%. Au niveau, je vais quand même faire un petit disclaimer, au niveau financier, la Fulbright prend tout en charge, c'est à dire que je n'ai pas déboursé un seul centime je crois pendant mon année aux États-Unis. J'étais nourrie, logée, blanchie, c'est ça que j'ai pas précisé avec la Fulbright, j'étais nourrie, logée, blanchie, et en plus j'avais 600 $ par mois. Après c'est peut-être Worcester en particulier, mais je sais que les conditions étaient quand même vraiment optimales pour faire une année d'assistanat. Pour ce qui est du CIEP par contre, attention, il faut penser qu'il y a le visa qui coûte cher, il y a les frais, voilà, aller s'installer à l'étranger, le transport, alors que pour la Fulbright à nouveau tout était pris en charge. Il faut pas négliger l'impact financier que ça pourrait avoir sur vous d'aller s'installer dans un pays étranger, ça coûte quand même cher. Ça va vous demander aussi de l'investissement émotionnel, de l'investissement dans votre temps. Il faut aller ouvrir un compte en banque, il faut demander son numéro de sécu sociale aussi aux États-Unis, et c'est pas une mince affaire. Il faut pas oublier de déclarer ses impôts, et aux États-Unis c'est super compliqué. Au Royaume-Uni
je l'ai pas encore fait donc je vais m'amuser avec ça. Mais voilà, il faut prendre ça aussi en compte quand on est assistant, c'est qu'on n'est plus techniquement étudiant et donc on va, enfin sauf si on fait en même temps des études, hein, c'est possible, on peut faire, vous pouvez faire un M1 de quelque chose en étant assistant si votre université est d'accord, etc. Il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes lâché dans la nature comme moi j'étais cette année où je n'étais plus étudiante, j'ai dû faire face à la réalité de la vie adulte sans les études et ça peut être voilà quoi. Il faut pas oublier que si vous allez gagner de l'argent à l'étranger, il va falloir les déclarer en France et c'est tout un processus super cool avec la CAF. Donc donc les bémols peut-être, c'est un peu toutes ces démarches administratives assez compliquées et assez longue parfois et assez intense émotionnellement. Et les points positifs bien sûr c'est d'expérimenter la vie sur place, c'est d'avoir une expérience d'enseignement. Je sais que j'ai adoré enseigner, j'ai adoré mes étudiantes cette année en particulier. J'étais, je vais dire très liée, j'étais pas très liée avec elles, mais enfin je les voyais tous les jours et au bout d'un moment tu développes un lien quoi, comme les profs avec leurs élèves, tu les vois souvent, tu leur enseignes, tu commences à les connaître et c'est vraiment une super expérience. J'ai rencontré plein de personnes pendant ces 2 années d'assistanat, c'est un truc de fou. Beaucoup de personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, beaucoup de personnes qui m'ont aidée, qui m'ont guidée, avec qui j'ai fait des trucs de fou. Et ça me fait trop plaisir rien que d'y repenser et franchement c'est hyper enrichissant. Je vous laisserai dans la barre d'infos toutes les vidéos dans lesquelles j'ai parlé soit de mes études, soit des États-Unis. J'avais fait aussi une vidéo, j'ai vécu dans une petite ville aux États-Unis puisque Worcester était une ville de 27 000 habitants, ce qui est extrêmement petit, enfin qui est assez petit pour les États-Unis. Donc voilà, j'avais fait des vidéos à l'époque assez cool, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos, les vlogs, etc. Si vous me découvrez par cette vidéo, bonjour. Au secours. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était extrêmement longue et je m'en excuse à nouveau. Et je m'en excuse en même temps non parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'avais besoin de prendre tout ce temps pour vous expliquer un peu le parcours, pour vous expliquer les inconvénients, les points forts, etc. Si des personnes ont été assistants et assistantes de français dans l'assistance, n'hésitez pas à mettre les réponses à certaines de ces questions dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos lectures se passent bien aussi et voilà, ciao.